Alors, pour ces rencontres autour de l'accompagnement de la migration, nous avons la grande joie d'accueillir parmi nous Leïla Claire Rabi, qui est metteur en scène et directrice artistique de la compagnie Grenier Neuf depuis 2008. Elle a été formée, Leïla, au Conservatoire supérieur de Berlin et a longtemps travaillé en Allemagne. Elle est installée à Dijon depuis 2017 et depuis 2013, plus particulièrement, elle travaille autour des événements qui secouent la Syrie depuis 2011 à travers plusieurs performances et créations, dont le projet Traverse, qui est en construction et dont nous allons parler tout à l'heure. Mais auparavant, Leïla, j'aimerais bien, si tu le peux, que tu nous parles de l'atelier que tu as animé de mars 2017 à septembre 2017, sans interruption pendant la période estivale, qui s'adressait à un groupe de résidents demandeurs d'asile du CADA de Choisy-le-Roi. J'aurais aimé savoir si tu adaptais ta pratique théâtrale à un tel public et si oui, comment? Ou alors, plus exactement, que conserves-tu de ta pratique et de ta vision du théâtre lorsque tu travailles plus généralement en atelier, quels que soient les groupes qui te sont confiés? Alors, merci déjà de me donner l'occasion de formuler tout ça. Donc, le travail que j'ai démarré effectivement en 2017, il s'est fait sur la proposition du théâtre de Choisy-le-Roi et il correspondait à une envie que j'avais depuis ce qu'on appelait la crise de l'hospitalité depuis 2015. Enfin, depuis 2015, moi j'étais très frappée par les arrivées de réfugiés en Europe et c'était une chose qui m'intriguait, qui m'interpellait suffisamment pour avoir envie que ça devienne partie prenante de mon travail. Et puis il y a eu cette proposition. Donc moi, comme ça a été dit, je travaille sur la Syrie depuis un moment et en 2017, je pensais que j'allais rencontrer des réfugiés syriens. Et au CADA de Choisy-le-Roi en 2017, il n'y avait bien sûr que des Africains d'Afrique subsaharienne. Et donc personne, et c'était une surprise et c'était très très enrichissant, parce que du coup, je n'avais aucune connaissance de la situation ou des situations desquelles ils arrivaient. C'était un atelier qu'on a construit avec le théâtre de Choisy-le-Roi, avec la Fondation Impact et avec un très grand engagement de la directrice de ce CADA. Et on était à raison de 2 journées ou 2 après-midi par mois pendant de mars à septembre. Et la première chose qui a été pour moi extrêmement déstabilisante, c'était que la plupart des gens, enfin il y avait certaines personnes qui étaient francophones et d'autres beaucoup moins. Et puis que je pouvais dire on va faire du théâtre, mais je ne pouvais pas du tout employer les techniques et les méthodes que j'avais. Et puis cette question de on va faire du théâtre voulait dire tout autre chose pour eux et pour moi. Et c'est là que petit à petit s'est inventé une série d'outils où c'est venu très, très intuitivement en fait, puisque on travaillait dans la salle polyvalente du CADA qui servait de salle de jeu pour les enfants, de salle d'activité. Bon. Donc on poussait les tables ou bien on reprenait les tables. Et c'est venu à partir de petits dessins où j'ai demandé il y avait une très grande réticence des participants à prendre la parole ou à s'exprimer dans quelque langue que ce soit. Moi, j'avais dit très clairement que ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur les histoires des participants, mais j'avais dit aussi très clairement que je ne voulais forcer personne à raconter quoi que ce soit. Et que depuis le début, c'est un pivot vraiment de ces ateliers. Je voulais éviter l'effet Oprah-like, c'est-à-dire que j'avais pas du tout envie d'être dans une injonction de récit. Mais au contraire, asseoir asseoir le théâtre comme un espace de liberté et comme un espace de réinvention de soi. Mais j'avais dit dès le début, on va travailler à partir de vos histoires. Et donc là, petit à petit, c'est instauré. Ça a été compliqué, ça a été difficile, hein, mais c'est instauré on a inventé ensemble des outils qui ont été des outils
à partir de petits dessins ou à partir des dessins, on racontait une histoire qui n'était pas forcément la sienne, qui était une histoire qui est il y avait venu aussi une façon de formaliser les récits sans pour autant les raconter. C'est-à-dire que la deuxième ou la troisième séance, on avait des petits papiers et moi j'avais le groupe autour de moi. Je dis écoutez, moi je ne suis jamais allée en Afrique, je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu, mais j'imagine qu'il y a un avant, donc j'écris avant sur un petit papier, il y a un changement qui fait qu'il y a une décision et ensuite ça donne lieu à un départ. Et donc j'avais 4 petits papiers avec 4 concepts. Et ça m'intéressait parce que ça, la suite de ces 4 mots, ça fait un récit au théâtre. Et tout de suite, il y a une personne qui a dit ah non, non, mais moi je n'ai pas décidé. Je suis partie et après j'ai pris la décision. Alors j'ai changé les 2 mots de place, j'ai dit ça faisait un autre récit. Et je dis, mais ça s'appelle, quand on part avant de prendre une décision, ça s'appelle la fuite. Non, ah oui, oui, ça s'appelle la fuite. Donc on a fait un autre papier, un 5e papier. Et puis après, il y a une personne africaine francophone qui a dit, non, mais moi, je ne parlerai pas de changement, je parlerai d'éléments déclencheurs. Ah, je dis, ah bah super, et on a fait un autre papier. Et petit à petit, en fait, on a inventé un répertoire de concepts ou de mots, qui sont aussi des mots valises, mais qui permettaient à chacun de modifier le récit qui était proposé en changeant juste ça a été des petites affichettes, ça a été des pancartes à certains moments, et ça permettait d'établir un récit qui était à la fois subjectif, sans être intrusif, sans être personnel et sans mettre en jeu trop. En fait, tout l'aspect délicat de ces ateliers, c'est d'arriver à être subjectif, à aller vers une prise de parole subjective sans être intrusif. Donc voilà, ça a été cette première expérience-là. Et depuis, je l'ai réitéré de nombreuses fois dans des circonstances très différentes. Donc il y a cette expérience très fructueuse et très riche et très joyeuse avec le DU Passerelle à Dijon, qui se poursuit maintenant depuis 2018, qui est une des expériences les plus aisées pour moi parce que le groupe est déjà constitué et ils font partie d'un groupe, ils apprennent le français ensemble, ils font partie de ce DU Passerelle. Et donc, du coup, il y a tout un travail de constitution du groupe qui est déjà fait, c'est beaucoup plus simple. Mais il m'est arrivé de mener ces ateliers aussi, par exemple à Strasbourg, en partenariat entre le Théâtre Le Maillon et le Musée d'Art Moderne, et où là, on avait fait un travail auprès des associations pour aller chercher des participants, et où la question de l'assiduité et des liens entre les gens, et tout était à construire. Donc à chaque fois, on est sur des temporalités assez différentes. Donc pour revenir à la question sur comment j'adapte le théâtre avec ça, c'est que je n'impose pas de contenu, on cherche ensemble des façons de structurer un récit et des façons de prendre la parole. D'accord, merci. Oui, et du coup, ça transparaît dans ton discours, effectivement, tu as animé de nombreux ateliers, tu viens de parler du DU Passerelle, dont on parlera demain avec Claire plus précisément. Ton expérience et ton engagement sont exceptionnels, hein, on le voit là un petit peu en filigrane rien qu'à travers les ateliers dont tu parles à Strasbourg, etc. Ton investissement personnel aussi est impressionnant. J'avais envie de te demander, qu'as-tu appris toi de ces expériences-là? Qu'as-tu appris des personnes avec lesquelles tu as travaillé en atelier? Et puis peut-être qu'as-tu appris de certains écueils ou manières de faire auprès d'eux, puisque tu tâtonnes et tu cherches? Alors j'ai appris beaucoup de choses. Je raconte toujours ça en riant. J'ai appris que je n'étais pas blanche. C'est avec ces personnes-là que j'ai appris que moi je suis française, mon père est syrien, donc j'ai toujours grandi avec j'ai toujours essayé de concilier plusieurs identités, mais je me suis toujours considérée comme française et donc blanche. Et c'est en travaillant avec des personnes migrantes que j'ai compris que dans leur regard, je n'étais pas blanche et que
du coup, dans leur regard, j'étais plus proche d'eux qu'un certain nombre de Français, qu'un certain nombre de... Et ça a été, ça s'est fait très, très progressivement, mais en fait, je pense, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça a modifié quelque chose de la façon dont on se positionne par rapport à l'autre et au même. Ça, c'est assez fondamental. Et puis, alors, tu parlais de mon engagement, il y a plein de gens qui ont un engagement formidable. Il y a plein de gens qui ont un engagement formidable. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est à quel point il est difficile de travailler avec les institutions. Non pas parce qu'il y a des gens formidables dans les institutions, mais c'est pas à cause de ça, mais parce que j'ai compris petit à petit, donc ça ne s'applique pas du tout au cadre universitaire, hein, mais par exemple quand on a travaillé avec d'autres institutions comme des CADA, comme des foyers de jeunes migrants mineurs, de mineurs isolés, quand on arrive et qu'on est du côté de l'institution, on est forcément perçu comme quelque chose de contraignant et de pas forcément. Et petit à petit, pour moi, il y a eu une espèce de cartographie qui s'est dessinée entre les institutions et les associations. Je donne un exemple. Il y a eu une année, en 2018, on a voulu faire un atelier avec un théâtre à Dijon et via un quartier, donc la directrice d'un CADA n'a pas pu accueillir l'atelier et on est passé par les assistantes sociales. Les assistantes sociales ont fait en amont un travail de motivation important pour faire venir des personnes migrantes à cet atelier, pour leur expliquer en quoi c'était bien de faire cet atelier. Et le jour de l'atelier, sur les 15 personnes qu'on avait vues en réunion, il y a une seule personne qui est venue. Et donc, ça a été vraiment une espèce de coup d'épée dans l'eau. Et le théâtre s'est tourné vers les associations comme la CIMAD. Et là, les gens sont venus. Et les gens sont venus. Il y a eu une après-midi où ils sont arrivés sur un espace-temps très long comme ça. Toutes les demi-heures, il y avait quelqu'un qui arrivait et qui se recommandait d'une autre personne, qui disait « Je viens au théâtre parce que Anne m'a dit que c'était important ». Et là, il y avait quelque chose où je ne pouvais que être le destinateur de ça, enfin, ou l'accueil et l'accueillant, de dire « Ah ben, je ne connais pas Anne, mais bienvenue ». Et cette question de l'accueil, au-delà des questions institutionnelles, c'est une chose aussi que j'ai appris à travers ça. Et qu'à chaque fois... alors, c'est une chose délicate, parce qu'effectivement, la question de est-ce que les gens sont partie prenante d'un groupe, sont partie prenante de leur histoire, sont partie prenante de cette expérience même de faire du théâtre. Il faut toujours motiver, il faut toujours rappeler que ça peut être important. Mais c'est vrai que c'est des expériences humaines que je trouve très très fortes et très très riches à chaque fois. Et alors, justement, là, on parle beaucoup des ateliers, mais je le disais tout à l'heure en te présentant, il y a un spectacle qui est en préparation, qui s'appelle Traverse, et dont la première sera présentée en mars 2021 à Armentières. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce spectacle et ses liens aussi avec les ateliers? Pendant longtemps, le spectacle et les ateliers ont été liés, puisque je voulais faire un spectacle autour des réfugiés syriens, et que là aussi, j'ai inventé un peu la méthode en cheminant. Et les ateliers qu'on a fait, notamment à Dijon, parce qu'à Dijon, dans le DU Passerelle, il y avait beaucoup de Syriens à une époque. Donc, on rencontrait beaucoup de Syriens. Et ces ateliers, on les a longtemps considérés comme des ateliers laboratoires. Et petit à petit, les deux chemins se sont un peu distingués. C'est-à-dire que les ateliers nous permettaient de rencontrer des gens et d'élaborer un travail théâtral avec eux. Quand je dis un travail théâtral, c'est qu'à chaque fois, ces ateliers sont structurés par une présentation publique. Quelle que soit la durée, que ce soit 6 mois ou une semaine, on présente, on montre quelque chose. Même le dernier atelier en octobre 2020, le confinement a interrompu l'atelier au bout de 4 jours, mais même là, on a montré une dizaine de minutes de quelque chose, parce que je pense que cette expérience de montrer une forme à un public, même si le public il
il est constitué des pairs, surtout s'il est constitué des pairs, permet d'achever quelque chose de l'ordre d'un processus de mise en forme interne et de mise en forme scénique. Et pour moi, c'est très important. Mais petit à petit, par rapport au spectacle, c'est prise la décision que je ne voulais pas faire un spectacle professionnel, avec une exploitation professionnelle, avec des personnes migrantes, parce que la plupart du temps, ils ont bien d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus importantes. C'est beaucoup plus important pour un urologue de redevenir urologue, ou pour un ingénieur de redevenir ingénieur, plutôt que de faire du théâtre, même si le moment où ça croise leur chemin est vraiment important, mais après, chacun continue son chemin. Et puis, petit à petit, le propos du spectacle s'est resserré sur la question des réfugiés syriens. Et à partir de 2018, j'ai commencé de faire de nombreux ateliers avec des réfugiés syriens, d'interviews, justement. Il y a un truc méthodologique qui a un peu bougé, c'est-à-dire qu'à la place de ces ateliers, j'ai fait des interviews, et les ateliers permettaient la prise de contact qui permettait de faire des interviews de manière un peu plus profonde. Et c'est à partir de ces interviews, donc j'ai été aussi au Liban pendant 2 mois en 2018 pour faire de nombreuses interviews. Et ces interviews, petit à petit, le contenu de ces interviews a aussi un peu bougé et évolué, puisque le plus important, plus le temps passe, plus la question qui m'intéresse, c'est le « et maintenant ». C'est comment ces trajectoires d'exil modifient quelque chose des personnalités, c'est sûr, et modifient la perception que les gens ont d'eux-mêmes et de leur existence. Et en fait, il y a eu plusieurs moments en Grèce, et avec des gens rencontrés en Grèce ou en France, où je m'apercevais que, au-delà des ruptures de trajectoires brutales et tragiques, mais la possibilité de commencer une nouvelle vie, la possibilité de devoir se réinventer pouvait être recelée des moments d'émancipation très forts. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse pour le spectacle. Voilà. Donc après, j'ai commencé de faire j'ai une quarantaine d'interviews aujourd'hui qui sont de longueur très, très disparates, puisque la plus courte, elle dure 7 minutes, et la plus longue, elle dure 3 heures. D'époques disparates, de situations très, très diverses. Et c'est vrai qu'au-delà du spectacle, j'aimerais pouvoir poursuivre cette recherche, parce que ça devient un peu... il y a quelque chose qui s'apparente à la constitution d'un répertoire, d'une mémoire collective. Oui, et alors justement, pour essayer d'élargir un petit peu autour de cette question du collectif, c'est vrai qu'on vit dans des sociétés aujourd'hui qui sont des sociétés clairement de la séparation. Enfin, je dis aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, évidemment. Quand je dis société de la séparation, ici, c'est ma déformation professionnelle, hein. Je pense en particulier à Achille Mbembe, son essai politique de l'inimitié. Donc, des sociétés dans lesquelles on sacralise les frontières, qui finissent par compter malheureusement bien plus que les êtres humains et les vies humaines. Des sociétés qui essentialisent les différences, des différences que la colonisation a elle-même radicalisées. Des sociétés qui assignent les individus à des identités, à telle ou telle même identité, en devant faire des choix, des sociétés qui sont régies par les dominations et les injustices qui sont devenues irrespirables, malheureusement. Et justement, est-ce que dans la vision que tu te fais du théâtre, le théâtre, selon toi, ça peut être un espace vraiment pour faire du lien par rapport à cette question de la séparation? Est-ce que c'est le moyen ou un des moyens possibles, le théâtre, pour trouver un espace, un lieu finalement, qui soit un lieu où on puisse être ensemble, et un lieu qui puisse créer quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau qui puisse être de l'ordre de l'en commun? Comment est-ce que tu vois les choses? Oui. Pour moi, complètement, le théâtre est l'espace des narrations et de la pluralité des narrations qui permettent de faire des ponts. En 2019, à Strasbourg, j'ai fait un atelier comme ça, et l'atelier était constitué à moitié de russophones, donc de personnes qui venaient de Géorgie, d'Arménie, d'Ukraine, de Russie, et d'Africains subsahariens.
Et il y avait au départ énormément d'inuitiés dans ce groupe, et de préjugés et de racisme, tout bêtement. J'avais vraiment, je travaillais beaucoup en cercle, et j'avais d'un côté tous les russophones qui me parlaient en russe, et de l'autre côté tous les Africains qui me parlaient en français. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a été extrêmement, ça n'a pas été une expérience facile, parce que souvent, enfin, là je parle de moi, mais il faut vraiment dire que ces ateliers, on est souvent 2, voire 3 à les mener, et que c'est très important qu'on soit plusieurs, parce que cet engagement humain est très important. Et à la fin de cet atelier, il y a eu vraiment des ponts. Il y a eu l'atelier a permis que des gens qui se sentaient a priori très très loin les uns des autres puissent reconnaître leur histoire dans celle de l'autre, et comprendre le destin. Et effectivement, je pense que c'est une des choses, peut-être une des fonctions du théâtre, ou en tout cas une des missions que moi le théâtre me donne. Et dans cet atelier, il y avait une dame ukrainienne au début très arc-boutée sur ses positions culturelles, et j'ai fait un spectacle, le dernier spectacle que j'ai fait portait sur la révolution syrienne, et on l'a joué à Strasbourg à ce moment-là, et cette dame est venue, et elle parlait très peu français. Et le lendemain de l'atelier, c'est très émouvant pour moi, le lendemain de l'atelier, elle est venue avec un énorme bouquet de fleurs, et elle a balbutié en français merci pour votre spectacle parce qu'il m'a fait penser à mon pays. Et qu'une dame ukrainienne puisse en France voir un spectacle en français qu'elle comprend peu autour de la Syrie, et faire des liens qui lui appartiennent, que je ne me permettrai pas ni de juger ni d'évaluer, parce que je ne sais pas quels sont les liens qu'elle a fait. Mais elle a fait des liens, et pour elle, ça a fait mouche, et ça a remis du sens. Donc oui, c'est là l'endroit où le théâtre m'intéresse, c'est là. Et alors, du coup, pour revenir sur Traverse, le spectacle, et ce sera ma dernière question parce que le temps tourne aussi, ce spectacle, on a bien senti dans tes propos que ce ne serait pas un spectacle sur le thème de la migration, ni sur les migrants, entre guillemets. Bon, déjà, il y a beaucoup de témoignages, comme tu l'as dit. Il n'y aura pas une position de surplomb de ta part non plus, puisque tu conçois au plateau 3 acteurs, performeurs, dont tu fais partie, aux côtés d'Elie Youssef et de Philippe Journeau. Et pourquoi est-ce que ce choix t'est apparu nécessaire de vous faire apparaître tous les 3 sur le plateau, et puis toi aussi? Parce que le titre du spectacle, c'est Traverse. Et c'était autant une façon de s'intéresser aux traversées qu'avaient effectuées ces réfugiés syriens, mais aussi, et peut-être même de plus en plus, à la façon dont ces histoires nous ont traversées. Et c'est vraiment un chemin depuis quelques années d'aller, en plus pour moi qui connaissais très peu à part ma propre famille, mais qui connaissait très peu les Syriens jusqu'à il y a une dizaine d'années. À chaque rencontre, j'ai l'impression de rencontrer aussi une partie de moi, même avec des gens très très différents et qui ont des options de vie qui sont très très différentes des miennes. Et la question, au bout d'un moment, s'est imposée l'idée de faire un lien ou un parallèle entre ces traversées, ces trajectoires heurtées et confrontées violemment à l'altérité et à l'injonction de se redéfinir. Et puis nos trajectoires à nous, donc nous, c'est les 3 performeurs qui avons grandi dans des circonstances très différentes, mais avec ce que j'aime à rappeler plusieurs cadres de référence culturelle, et où en fait tout enfant, quand on grandit soit dans un univers multiculturel, soit tout enfant d'immigrés en France, grandit avec plusieurs cadres de référents, et grandit en s'appuyant sur plusieurs référents identitaires et en composant des identités multiples. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de faire le lien entre leurs histoires, nos histoires, et en fait, et là aussi sans doute de formuler une communauté de destin, ou en tout cas une communauté à construire, au sens où
j'aime bien finir le spectacle sur Édouard Glissant et sur la créolisation du monde, c'est-à-dire sur le fait que voilà, avoir des racines, c'est un rhizome, mais que les racines vont les unes vers les autres. Voilà. Merci beaucoup, Leïla. Finir sur Glissant, en plus, nous offre tout un tas de perspectives. Merci à toi. Et longue vie au spectacle, en tout cas.